Nous récompensons le meilleur du MMA à l'international et à l'étranger. Évidemment, forcément, on essaie À d'être... l'international et à Et l'étranger, à l'étranger, monsieur. tout ça. Tout ça en même temps, mais aussi le MMA français, mais aussi le MMA français. Il est d'humeur taquin, puisque la taquinerie n'est jamais finie, les gars. Donc vous allez voir toutes ces catégories. N'hésitez pas à nous dire poliment si vous êtes d'accord ou non. On essaye à chaque fois d'être le plus objectif possible, mais évidemment, comme dans chaque choix, il y a un peu de subjectivité, mais je pense qu'on ne sera pas sur des vols du type Vinicius qui ne remporte pas le Ballon d'Or 2024. Voilà, c'est dit, c'est parti, générique. Swag. Swag. Rush EB, on va commencer par la révélation de l'année. Eh bien, à la limite, est-ce que tu veux, on en fait une sur deux ou c'est moi qui commence et toi qui commence? Allez, Parce que, on fait comme ça. Spoiler alerte, on les a mises en commun, bien évidemment, avant. Allez, on fait comme ça. Eh ben, pour moi, alors, à l'étranger, à l'international, la révélation de l'année, c'est Jean Silva. Parce que ce gars-là, alors donc, 3 combats, 3 victoires, 3 finitions en 2024. Et dans la catégorie des lightweight. Et ce mec-là, il donne une telle impression de facilité en même temps qu'il est d'une violence sans nom que c'est un des mecs qui m'a juste tout compris le plus impressionné de cette année-là. Et le fait qu'il soit sur... Bon, j'oublie tout le temps. Alors, il est au moins sur 10 victoires d'affilée. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 victoires d'affilée, dont les 3 dernières donc à l'UFC. Il est rentré par le Contender Series. Et parmi les noms en plus, donc c'est pas juste il gagne de manière impressionnante et il est facile. C'est contre qui? Puisque donc, alors il a commencé sa série par Westin Wilson, mais il a enchaîné ensuite avec Charles Jourdain et Drew Dober. Ces deux gars-là, pour les finir, faut se lever de bonne heure. Pour les dominer, faut se lever de bonne heure. Pour avoir une impression de facilité et les finir avec moult violence, faut se lever avant même de s'être couché tard Jean-Claude Van Damme, quoi. Donc Jean Silva, pour moi, c'est révélation de l'année. Il y en avait d'autres, mais là, il est trop fort. Et j'ai hâte de voir où il va. On a hâte de voir où il va, le sky is the limit pour lui, et puis surtout, on voulait récompenser la Team Fighting Nerds, parce qu'on ne fait pas de récompense d'équipe de l'année, mais c'est vrai que cette équipe a roulé sur absolument tout le monde, également à nommer Carlos Prates, évidemment, qui petit à petit monte salement dans la catégorie des welterweight, et Caio Borralho, bref. Voilà, il y a beaucoup de monde. Ouais. Concernant la France, révélation de l'année, vous allez peut-être dire si vous êtes des vieux de la vieille, si vous êtes des gars qui êtes tout le temps sur les rintés, si vous regardez à chaque fois les Fight Night, mais les gars, c'est pas une révélation, ça fait longtemps qu'on le voit, mais plutôt aux yeux du grand public, et parce que mine de rien, lentement mais sûrement, ce monsieur commence à se frayer un chemin vers le top 15 mondial. Monsieur William Gomis, toujours invaincu à l'UFC, sans faire de bruit, à la manière d'un Pharisiam dont on va peut-être parler dans ce podcast-là. C'est quelqu'un qui, mine de rien, fait salement de taf. UFC Paris, il avait un combat bourbier, parce qu'il aurait dû affronter Jean Silva lors de l'UFC au Brésil. Finalement, il n'avait pas pu le faire, puisqu'il avait fait le poids, mais dans un état qui était... bref... Ça, c'était très bien pour lui qu'il ne combatte pas. Finalement, l'UFC lui a mis un combat bourbier. Il s'en est sorti. Il s'est imposé. Et là, donc, on voulait récompenser ça parce que c'est vrai que William Gomis, voilà, oui, il n'y a pas de finalisation pour lui. Oui, il n'y a pas de trash talking non plus. Mais, et c'est pas un petit mais, toujours invaincu à l'UFC. Et quand tu commences à ajouter des victoires après victoire après victoire après victoire, tu deviens inévitable à la Thanos. Big Rusty, on enchaîne? Ou t'avais quelque chose à ajouter sur ce monsieur William Gomis? Non, je plus sois. Hein. C'est ce combat-là, moi-même et nous les premiers, on était très... On avait vraiment peur pour William Gomis parce qu'on se disait, putain, ils le mettent contre... Donc, soit c'était Jean Silva, soit c'était Janderson Tubala au Brito. Clairement, l'UFC a de mauvaises intentions avec William Gomis, c'est pas possible. Alors, William Gomis, en fait, le côté révélation pour moi, c'est... Tu sais, c'est... Au moment des grands rendez-vous, le mec se surpasse. Et alors là, UFC Paris, il était parmi les derniers combats de la soirée contre un mec contre qui pas grand monde le donnait gagnant.
il se surpasse, il se transcende, il fait un combat, mais vraiment stratégiquement, techniquement, c'était absolument magnifique. Alors oui, c'était serré, bien sûr que c'était serré, mais d'arriver à ce niveau, de se transcender pour arriver à ce niveau-là technique, dans ces conditions-là, c'est... Moi je dis monsieur. Monsieur William Gomis, on lui tire notre chapeau. On enchaîne avec la soumission de l'année internationale. Bon, selon nous, Khamzat Chimaev contre Robert Whittaker, qui d'autre, à la manière de Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor, c'est pas la soumission la plus spectaculaire, c'est pas le plus rare, mais le faire à Robert Whittaker, le faire de cette manière, que ça se termine par un Robert Whittaker qui monte sa dentition absolument déglingué. En fait, il y a un avant-après, il y a un tel impact culturel qui fait que si vous faites du grappling ou du MMA, je suis sûr que maintenant les gens disent lui fais pas une Khamzat Chimaev. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Khamzat, et c'est à la manière de ce qu'il a pu faire lors de ses précédentes sorties Khamzat, un nouveau moment qui marque vraiment les esprits, et c'est pour ça que pour nous, c'est la soumission internationale de l'année. Bah ouais, et pour vous dire à quel point ça a marqué les gens, Khamzat Chimaev, il était comme d'habitude depuis quelques années un peu dans un espèce de mou où les gens savent pas trop sur quel pied danser avec lui. Rien qu'avec cette victoire, il a mis tout le monde d'accord. Le champion Dricus du Plessis était en mode c'est lui que je voudrais combattre Khamzat Chimaev, c'est juste que bon bah on m'a mis Sean Strickland dans les pattes. Toutes les cotes de paris américains cumulées et concaténées donnent Khamzat Chimaev comme étant le plus large favori pour être champion à la fin de 2025 chez les middleweight. Rien qu'avec cette soumission, il a complètement changé le paradigme du MMA mondial. Je déteste cette expression parce qu'elle est tellement utilisée, mais bon, voilà, il a changé le game, quoi. Oui, voilà, quoi. Oui, il y a eu un avant, un après. Bien, concentrons-nous sur la France désormais. Alors... Voilà, quand on va utiliser ce mot, on va commencer à parler comme sur France Musique. Mais pourtant, il y avait de quoi faire, parce que c'est vrai qu'il y avait Islam Makhachev contre Dustin Poirier, il y avait aussi Dricus du Plessis qui soumet Adesanya. Il y avait vraiment de la concurrence cette année, mais juste battre Whittaker de cette manière, aussi rapidement, avec une telle impression de facilité, et en lui pétant la dentition, difficile de faire mieux quand même. Soumission française, monsieur. Eh bien, pour la soumission française, alors déjà, premièrement, il n'y en a pas eu énormément, mais il y en a quand même une qui sort du lot. C'est Oumar Sy qui, pour son premier combat, on parle de personnes avec William Gomis qui quand c'est le moment des grands rendez-vous et le moment d'y aller et de se transcender, parce que là, vraiment, c'est important, ils y vont et ils ne tombent pas sous la pression. Oumar Sy, premier combat à l'UFC contre Tuko Tokos, et il arrive et il le soumet. Et honnêtement, d'arriver à l'UFC alors que tout le monde t'attend parce qu'il est dans la catégorie light heavyweight, c'est une catégorie où on sait que ça peut aller très vite. Il est très attendu, il est vu comme un des plus gros prospects, même pas que français dans cette catégorie-là, mais au monde. Et il arrive et il ne déçoit pas. En plus, je crois qu'il y avait eu des micmacs où les adversaires avaient changé, enfin des trucs où vraiment t'arrives dans une optique et psychologiquement, ça peut te foutre en l'air si t'es pas prêt. Il l'était et il soumet Tuko Tokos et au premier round, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est pour Oumar Sy, il arrive, il explique à tout le monde qui il est et il n'y a pas de problème, il continue avec sa série d'invincibilité quoi. Et c'était au premier round, c'est bien ça. On espère qu'il poursuivra d'une manière particulièrement béante face à Alonzo Menifield d'ici quelques mois pour une entrée pour une entrée dans le top 15. Et puis c'est vrai qu'Oumar aurait pu aussi être notre révélation de l'année. On enchaîne aussi avec le KO international de l'année 2024. Là, je pense que tout le monde sait. Oui, le KO. Pour l'UFC, est-ce qu'il y a même un débat? Non, c'est Max Holloway, parce que tout simplement, Max Holloway a mis un KO comme on n'en verra probablement plus jamais. Parce que il y a eu des trucs où on se dit on n'en verra plus jamais. Le KO de, je sais pas, Yair Rodriguez contre Korean Zombie, le KO, je sais pas, c'est des KO qui arrivent soit à la dernière seconde, soit parce que je pensais à du coup Demetrius Johnson et sa soumission, mais c'est pas exactement un KO. Mais donc voilà, il y a eu des KO où on se dit on n'en verra quasiment plus jamais des comme ça. Allez, celui de Impa Sanganay contre c'était pas Buckley, non Si, c'est Impa Sanganay qui se prend le KO de Buckley. Ah, par Buckley, ok, ouais, c'est ça. Voilà, il y a des cas où on se dit ok, des comme ça, on n'en reverra probablement jamais encore, mais en fait, c'est toujours voilà un peu dans le même esprit de dans quelles conditions il les met, contre qui et à quel moment.
Là, on est sur l'UFC 300, on est sur la BMF Belt qui, oui, d'accord, c'est vrai qu'elle n'a pas elle a pas la légitimité d'une véritable ceinture UFC qui récompense le champion du monde, mais on sait que voilà, c'est des combats qui sont surmédiatisés en tout cas, donc faut quand même être là, faut pas crouler encore une fois sous la pression. Et 5 rounds contre Justin Gaethje en lightweight pour le combat où il revenait en lightweight après que ça a été complètement court contre Dustin Poirier. Et il arrive après un combat où il dominait et où il avait le combat dans la poche, 5 rounds, 5e round, malgré la victoire assurée et un très beau combat de la part de Max Holloway, il décide, allez, on va se la donner, rendez-vous au centre de l'octogone avec ce geste si apprécié, qui fait, merde, attendez, un truc en vieux français, je sais plus, allez, aide-moi, j'ai vu Robin des Bois en plus là il y a quelques jours Mais à la non, télé. oui, Putain, Robin je des devrais Bois être bon, qui là, sur le passait vieux avec français. Kevin Costner, les gars, Morgan Freeman. On Ouais. ne vous le recommandera jamais assez. Je l'ai regardé aussi. Jamais. Ah là 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 là. Oh Le cinéma de notre enfance. Le cinéma de notre Oui. enfance. Bref, revenons Voilà. à nos moutons. Non, Bref. un geste. Oui, non, si. Apprécié, Oui, attends, j'ai été apprécié, j'ai été... attends. Chéri, français. un geste chéri. Chéri. Voilà. Et on ne parle pas des cerises. Hein. Attends, et pourquoi on l'utilisait déjà? Parce que le geste a été un geste que l'on chérit. Ce geste-là. Ah oui, voilà. Oui. Un geste qu'on chérit. Ouais, c'est ça. Et donc, il fait ce geste. 10 secondes, il reste au chrono. Et sur un échange de bagarre de bar, mes marins-pêcheurs sur la côte, boum, il chope Justin Gaethje et il le met KO. Et je pense que toi, moi, vous tous devant vos écrans, quand vous avez vu ça en direct, si vous l'avez vu en direct, c'est une des réactions, mais émotionnellement, je savais même plus comment réagir en fait. Je ne savais plus comment agir dans ma vie en fait. Donc un KO comme on n'en reverra plus jamais, indiscutable KO de l'année. Indiscutable, et j'ajoute, hein, pour être parfaitement complet aussi, que c'était en plus lors de l'UFC 300. Donc difficile aussi de faire plus haut que ça. KO français de l'année, Rusty. Faresiam contre Matt Frevola. Rusty en parlait, c'est à la manière de ce qui s'était passé pour le combat de William Gomis contre notre Brésilien. Anderson Brito. Exactement, contre le Brésilien, où on avait très peur. Là aussi, on avait peur pour Faresiam contre Matt Frevola. Et quel KO de Faresiam sur Matt Frevola, incroyable tout simplement, parce que c'est vrai que c'était jusque-là très belle performance de Faresiam qui allait vers la victoire, mais on sait que tout peut se passer en MMA, et qui vient ponctuer une performance hyper impressionnante, peut-être selon moi la plus aboutie de Faresiam. En plus, Fares qui n'a pas la réputation d'être un finisseur, bah là franchement, il signe la plus belle victoire de sa carrière à Paris, Accor Arena, combat sur la main card face au gars le plus prestigieux qu'il a affronté jusqu'à maintenant. Bref, magnifique pour lui, et KO français de l'année, et faudrait voir un peu ce qu'en disent les médias étrangers, mais tout simplement l'un des KO les plus impressionnants de l'année. Évidemment, il est pas, je pense pas que ce soit dans le top 3, mais c'est vraiment un KO qui a marqué les esprits, et même à l'international, il a marqué les esprits, et c'est ce qui, selon moi, fait aussi que Faresiam aujourd'hui va être plus attendu pour son retour dans la cage, parce que là maintenant les Américains se disent « Ouh là, t'as un nouveau mec chez les lightweight dans une catégorie particulièrement relevée ». Qu'est-ce qu'il a, ce petit sourire en coin? Non, et en plus j'étais en train de regarder son écran, mais c'est juste que je pouvais pas m'empêcher aussi de me rappeler de, tu sais, une des raisons aussi pour lesquelles ça a buzzé et ça a explosé sur les réseaux sociaux, c'est, tu sais, la réaction de notre pote Ray Longo. Oh, terrible. Ray Longo qui dit au moment même, je voulais pas, parce que donc Ray Longo, coach de Matt Frevola, Chris Weidman, Aljamain Sterling, très grand coach, hein, très grand coach ce monsieur. Juste avant que Faresiam ne mette le genou, il dit à Matt Frevola, tourne-toi. Matt Frevola écoute son coach et se prend le genou. C'est terrible parce que on ne peut, je pense difficilement qu'il y a un hasard entre le moment où Matt Frevola se tourne et le moment où Ray Longo lui dit tourne-toi, et je pense vraiment que c'est l'instruction de Ray Longo qui a précipité la chute de Matt. C'est terrible parce que c'est un très grand coach, et tu vois ça, tu fais oh merde, ouais. Et tu vois même la tête de Ray Longo qui est en mode tourne-toi. Mais en fait
Mais en fait, et c'est ça, et c'est pour ça que c'est terrible parce que je me marre. Alors, enfin bon, comme on le dit tout le temps, si c'est marrant, et puis voilà. Hein. Qui dit Mais ça? Qui en dit fait, ça? c'est ça qui fait le comique. Mais parce que moi je le dis, voilà. Si c'est marrant, Mais parce c'est que marrant. mais Allez. c'est vrai, quand c'est marrant, c'est marrant. Et mais non, mais quand il y a quelque chose qui fait que tu peux pas t'empêcher de rire, c'est que c'est drôle et quel que soit le sujet, quel que soit le contexte, voilà, c'est comme ça quoi. Et en fait, c'est vrai que ce qui a rendu le truc de Relongo drôle, c'est qu'en fait le timing, c'est tellement un timing de comédie, mais vraiment de comédie quoi. Parce que le turn around, oh shit. Enfin, t'as vraiment l'impression d'être dans une série où tu sais, t'as la laughing track derrière qui va se déclencher, t'as les rires préenregistrés qui vont se déclencher tellement le timing est parfait. Sauf que ça arrive à un moment qui est dramatique parce que bon, on parle quand même d'une commotion cérébrale à la fin de la journée. Quoi. Ah ouais, voilà. Mais- Si c'est marrant, c'est marrant. En tout cas, bon. Non mais tu vois ce que je veux dire. Mais oui, je sais ce Mais que voilà, tu veux et tout dire. ça pour revenir effectivement au chaos de Fares. Le mettre comme ça dans une ambiance aussi électrique. En plus, il voulait vraiment prouver à tout le monde que non, je vais vous montrer un peu de quel bois je me chauffe. Et il le fait de la plus belle des manières à l'UFC Paris avec ce chaos d'une violence hallucinante. Ouais, voilà, c'était un kiff. C'était vraiment un kiff. Un kiff, c'est la kiffance, les gars. On enchaîne avec le trophée d'entraîneur de l'année. Donc, aussi bien à l'étranger qu'en France, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un écrasement de tête comme il y avait pu avoir lors des années précédentes. À l'étranger, nous avons choisi de récompenser Monsieur Khabib Nurmagomedov. On avait fait un podcast dédié. Évidemment, Khabib est le visage de tout ça, de cette team Daghestan, team EKM. Mais c'est vrai qu'un bilan impressionnant. Surtout, le monsieur aujourd'hui est quand même propriétaire. Donc, il a dit, je vais annexer la catégorie lightweight mondial en fait. Grosso modo, c'est ce qu'il s'est dit. Elle m'appartient désormais, donc je vais prendre le PFL, je vais prendre l'UFC, je vais prendre le Bellator, je vais prendre l'UAE Warriors et je pense qu'il y a d'autres organisations que nous ne connaissons pas où il a mis en place tout ça. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que t'as un espèce de système de roulement, tu vois. Qui se dit, bon bah ok, Islam, tu vas rester 2-3 ans, ensuite Ousmane va arriver. Les gars, vous allez être un petit peu en chien du côté du Bellator, donc c'est parfait, on va faire un petit transit. Bref, là on sait que pour au moins 10 piges, les lightweight, c'est mort pour qui que ce soit, ça appartient à la team Khabib. Donc voilà, on voulait vraiment souligner ça parce que... Et Oumar en plus. Chez les bantams. Et Oumar, exactement. Encore faut-il qu'il s'impose contre Merab, même s'il part favori, évidemment. Et puis pour Khabib, ce qu'on tenait à souligner aussi, c'est qu'en plus d'être grand combattant, c'est vrai que ça, c'est assez rare que les mecs, après avoir connu des hauts si hauts, il y a même Dana White qui en parle souvent en podcast, hein, c'est que Khabib, à partir du moment où il s'est imposé contre Conor, il a eu tellement d'oseille. En gros, dans le monde du Moyen-Orient, même en Russie, ils l'ont rincé à mort. Et le fait que le gars continue de se dire, je vais aller à l'Apex, je vais aller à gauche, à droite pour soutenir mes gars, faire 2-3 mois de camp d'entraînement, vraiment continuer de vivre pour son sport. Et qu'en plus, il y ait les résultats et pas ce côté, les espèces de gars qui vivent, moi je trouve ça toujours très triste, tu sais, qui continuent de vivre dans une époque révolue et qui sont des coachs terribles parce qu'ils n'arrivent pas à vivre avec leur temps. Lui, il arrive à faire ça, en tout cas aujourd'hui, il arrive à le faire, les résultats le montrent, donc chapeau. Ouais. Ah non, bah, c'est clair, t'as tout dit, donc je peux Tout pas dit. rajouter grand-chose, mais magnifique. Que se passe-t-il en France, monsieur? Que se passe-t-il en France? Donc dans cette catégorie qui ne nous a jamais posé de problème. de Jamais, choisir du coup jamais, l'entraîneur français jamais. de l'année. Ça nous a apporté que du bonheur. Avançons avec le Alors. combat de l'année, donc c'est parti. Alors l'entraîneur de l'année et en plus pour ne rien rajouter et puis parce que le destin est quand même cocasse, c'est quand même ultra serré encore cette année. Attends, mais d'ailleurs on s'est fait la réflexion avant le podcast, on a choisi du coup. On n'a pas choisi. Tu choisis, Oh, putain. Rusty, tu choisis. Eh C'est- ben vous c'est- assistez c'est- en direct. Voilà, au problème, à la fin de la chaîne La Sueur. C'est parti. Voilà, parce que donc en fait on n'a pas choisi du tout et comme l'année dernière c'était extrêmement serré entre Aldric Cassata et Daniel Voirin, et cette année c'est extrêmement serré entre Nicolas Haute et Johnny Frachet parce que Nicolas Haute, Ah, tu mets pas Ce qu'il a Aldric fait avec Cassata, toi. Waouh, il Bah, veut les problèmes. il y est. En fait, Non, je ce plaisante, qu'on n'a je pas plaisante. fait par rapport à Ouais, l'année dernière. ouais. Ouais, mais non, mais tu fais en fait, en vrai, de toute façon, maintenant on n'est plus Ouais. à une controverse près. Mais pour expliquer quand même, Aldric Cassata, il a eu des résultats de fou avec ses élèves, mais
disons que, et notamment Manon Fiorot, d'ailleurs, on va revenir parce que peut-être qu'elle sera combattante de l'année, spoiler alerte, mais et puis avec Axel Sola, Virgil Haugen, et puis même le reste de sa team, il a une très grosse team, il a des résultats tout le temps, Aldric Cassata de manière constante, mais de la même manière que, ouais, voilà, enfin, tu sais, il y a ces entraîneurs qui, tu les connais de compétences, ils seront toujours là. Que ce soit les Fernand Lopez, que ce soit les Hatch, que ce soit donc les Aldric Cassata. C'est juste que cette année, c'est vrai il y a eu quand même des choses qui se sont passées, notamment pour Johnny Frachet, le côté au niveau amateur comme à l'UFC, il amène tout le temps des gars au plus haut niveau, et des femmes d'ailleurs. Il a des résultats avec, et de manière constante aussi, et c'est vrai que même s'il n'y a pas eu il y a eu des victoires pour Morgan Charrière, il y a eu des victoires pour Taylor Lapillus, il y a eu une victoire pour Nora Cornol. Donc il a eu des victoires au plus haut niveau mondial à l'UFC cette année avec ses combattants. C'est juste que voilà, il y a eu il en a. Vas-y, putain, vous avez vu comme on galère. Hein. Mais en gros, comme il y a eu aussi quelques défaites pour ces combattants-là, du coup, c'est que ça ne ressort pas autant du lot que donc, par exemple, un Nassourdine Imavov qui, lui, non seulement au plus haut niveau, mais dans le top 15, même le top 10 mondial, a enchaîné les victoires, 3 cette année, je crois. Donc, c'est pour ça que avoir emmené toute son équipe d'amateurs au championnat du monde, avoir emmené donc tous ces combattants-là qu'il a au plus haut niveau mondial à l'UFC, ça fait tellement de combattants et ça montre tellement des compétences et le fait qu'il est polyvalent, etc., que forcément, enfin voilà, Johnny Frachet, ce qu'il a fait cette année, ce qu'il fait depuis des années, est absolument monstrueux à l'US Bizo, Maître Bizo. Mais de l'autre côté, vous avez, comme il a une approche différente et qu'il a un petit peu moins d'élèves, Nicolas Haute, mais ce qu'il a fait là avec Nassourdine Imavov dans le top 10 mondial, d'enchaîner les victoires comme ça et avec les game plans comme ça qu'on connaît et comme on le voit aussi, il y a des trucs qu'il dit et on voit que ça se passe dans les combats, etc. C'est pour ça que c'est ces deux-là, je trouve, qu'on a qui se tirent la bourre pour à notre sens en tout cas, pour le titre d'entraîneur de l'année. Ouais, et puis c'est surtout que c'est les sommets en fait. C'est pour ça, pour moi, pour Aldric, aujourd'hui, on en parlera peut-être aussi, c'est qu'à part le combat d'Aguirre Imavov contre Axel Sola, oui, Manon c'est impressionnant, oui, Virgile c'est impressionnant, mais c'est vrai que, à mon sens, c'était des combats où ses élèves étaient favoris. Donc t'as pas non plus ce côté, ils ont fait le job, c'est très important de faire le job en MMA et on sait qu'il peut y avoir beaucoup de surprises, mais t'as pas de moment où tu te dis waouh, c'est une performance de malade, comme peut le faire Faresiam, comme peut le faire William Gomis, où là on se dit waouh, il y avait une vraie adversité. Le gars a réussi à dépasser tout ça. Johnny Frachet, c'est impressionnant ce qu'il fait, c'est parce qu'il y a cette quantité. Et à mon sens, et c'est pour ça que pour moi je dirais plutôt du côté de Nicolas Haute, et on le voit par exemple avec les critiques qu'il peut avoir en football à l'égard du Paris Saint-Germain, il vaut toujours une Ligue des Champions plutôt que 10 titres de Ligue 1. Tu vois. Et pour moi, c'est pour ça que Nicolas Haute, et ce qu'a fait Nassourdine Imavov fait impressionnant, 3 victoires contre des membres du top 10 sur une seule année, alors que c'est vrai que Johnny Frachet, il a pu à chaque fois se rattraper, parce qu'il y a une défaite de Morgan, ils se sont rattrapés, il y a une défaite de Taylor Lapillus, ils se sont rattrapés, et oui, c'est le niveau UFC qui est le top mondial, mais on le voit bien, vous le voyez bien si vous suivez le MMA, qu'il y a le niveau UFC, le niveau top 15 UFC et le niveau top 5, et ensuite t'as le niveau title shot. Et c'est pour ça que pour Nicolas, qui en plus a vraiment cette approche, comme tu l'as dit, où lui il préfère vraiment cibler ses athlètes plutôt qu'avoir une salle à part entière avec une multitude de combattants, ce qu'il a fait avec Nassourdine. Et ce qu'on dit, c'est pas du tout un jugement de valeur, parce que là, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va se faire arracher pour ce qu'on dit, ça c'est une certitude. Oui. Mais maintenant, de toute façon, c'est la vie. Mais c'est pas, enfin, il y a pas un truc qui est mieux que l'autre. Enfin, vous avez des Trevor Whitman et vous avez des Javier Mendes. C'est pas, il y a aucun jugement de valeur dans le sens de, il y a certains entraîneurs qui choisissent de faire avec peu d'élèves et d'autres qui ont plutôt des salles. C'est même Firas Zahabi. Firas Zahabi, c'est un des GOAT des coachs et il a une salle. Enfin, il n'y a pas du tout de jugement de valeur dans tout ça. Non, et puis d'ailleurs, de toute façon, c'est uniquement ça, en tout cas, moi, que je prends en compte, c'est les victoires au plus haut niveau. Enfin, sinon, je veux dire, Johnny Frachet, on va pas se mettre à dire, ah bah, il y a une victoire au coffre, il y a une victoire à Nana, il y a une victoire, parce que vu tous les gars qu'il a, même il y a une victoire d'un tel en MMA League, bah forcément, t'ajoutes. Non. Moi, c'est uniquement le plus haut niveau, qu'est-ce qui compte, parce que sinon, et même à la manière de Nicolas Haute aussi, il y a certains jeunes athlètes qu'il a. Non, pour moi, ce qui compte pour Nicolas Haute, c'est qu'est-ce qui se passe quand c'est ce qui compte vraiment, et quand on vous parle à vous, vous allez vous dire, ah ouais, waouh, ce qu'il a fait, alors que
un gala de MMA qui se passe et qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu international, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de faire compter ça, et c'est pour ça que moi je tenais à récompenser. Enfin, tous les deux d'ailleurs, Nicolas Haute et Johnny Frachet, c'était vraiment le fait que aujourd'hui il est tellement de gars, ce soit impressionnant. C'est vrai qu'en termes de sommet et le run de Nassourdine, en termes d'histoire du MMA français, de ce qui a été fait, à part Cyril Gane, son année 2019 qui est absolument monstrueuse, personne n'a fait ça, et j'ai envie de dire que c'est peut-être même au-dessus ce qu'a fait Nassourdine, parce que voilà quoi, 3 membres du top 10, enfin au-dessus ou kiff hein, voilà, on va pas les mettre en comparaison, mais c'est pour l'histoire du MMA, et de l'histoire du MMA français, l'année de Nassourdine est historique. Ouais, non, c'est clair. Et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs pour finir là-dessus, mais ce qui l'année dernière nous avait fait, alors que de la même manière qu'on avait clairement du coup Daniel Voirin et Aldric Cassata, c'est ce qui avait fait qu'on avait favorisé Aldric, c'était qu'on s'était dit bon, année monstrueuse de Benoît Saint-Denis, mais il y a du coup le côté Aldric Cassata, Manon Fiorot avait battu Rose Namajunas, qui était, je crois que c'était ça, oui, qui était du coup vraiment, enfin, tout le monde connaît Rose Namajunas, ancienne championne et qui est restée au plus haut niveau, etc. En plus d'avoir d'autres combattants, et du coup, ce côté battre, elle était du coup, je crois, dans le top 5, Rose Namajunas à l'époque, ou en tout cas, enfin, du coup, elle était pérenne dans le top 5, toutes catégories confondues, et c'est ce qui avait fait que du coup, on avait juste mis le tout petit notch en plus. Mais voilà, pour dire que je crois, il y a une certaine consistance dans la logique, j'espère. Oui, non, mais là, l'année où on peut être dans la merde, c'est encore une fois, pour le trophée d'entrée dans l'année, c'est l'année prochaine. Parce que c'est vrai que si Manon a un title shot contre Tchevchenko, que Nassourdine bat Adesanya. Après, l'avantage, c'est que l'année est longue. L'année est longue. Mais si Nassourdine bat Adesanya, enfin, je vous le dis déjà, hein, Nassourdine bat Adesanya et ensuite prend le titre middleweight. Ah bah. Voilà. Non, objectivement, c'est autre chose quand même. Voilà. Adesanya titre middleweight, c'est. Voilà. On préfère le dire. On préfère le dire avant de se faire taper. Tu vois, on prévoit pendant un an. Les gars, maintenant place au combat de l'année. Combat de l'année international. Rust. C'est parti. Eh ben, pour moi, en tout cas, c'est Islam Makhachev contre Dustin Poirier. Parce qu'il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres qui étaient extrêmement disputés et de haut profil en même temps. Parce que voilà, comme d'habitude, c'est pas juste des combats de fous, c'est des combats de fous au plus haut niveau mondial. Et là, pour moi, en termes d'intensité, de technique, en termes de le contexte, c'est-à-dire c'était pour le titre, c'était pour Islam Makhachev de défendre contre Dustin Poirier, de faire la même chose que Khabib, si ce n'est mieux. Dustin Poirier qui arrive en étant à un niveau incroyable, notamment en défense de takedown et en lutte de manière générale. Et on a eu un combat mais monstrueux de la part des deux qui, dans tous les domaines, ont été impressionnants. Pour une ceinture et pas n'importe laquelle, il y avait absolument tout de réuni, la fameuse trilogie du banger, et pour un combat qui a tenu toutes ses promesses et qui se termine en apothéose avec un ankle pick suivi d'une soumission mais absolument somptueuse de la part d'Islam Makhachev. Pour moi, en tout cas, c'est le combat de l'année, même s'il y en avait d'autres, bien sûr, notamment Max Holloway contre Justin Gaethje, il y en avait plein, mais pour moi, c'est celui qui sort du lot. Je suis d'accord. Oh là là. Place au MMA français. Axel Sola contre Daguerre Imavov. MMA français, c'est le reproche qu'on peut faire aux ligues françaises. Et vous le savez, si vous êtes fan hardcore, c'est vrai que on a de plus en plus ce sentiment. J'ai de plus en plus ce sentiment que on a un nom contre un faire-valoir. Et c'est pour ça que ça nous manque les époques où on se disait, ouais, il y a du suspense. Qui va gagner entre un tel et un tel? Eh bien, avec Axel Sola contre Daguerre Imavov, sur le papier, on était bien emmerdés et ça fait du bien d'être dans ce genre de situation. C'est pour ça que l'UFC et qu'ils écrasent tout le monde tout simplement. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a la plupart du temps, des combats pour le titre, on ne sait pas qui va s'imposer, donc on a envie de regarder parce que oui, chacun des gars a ses chances. Et Axel Sola contre Daguerre, enfin il y allait avoir du suspense pour Axel, invaincu en carrière, grosse carrière amateur, et puis Daguerre Imavov qui est un des très grands noms de la catégorie lightweight tout simplement, grand frère de Nassourdine. Bref, sur le papier, on allait avoir un banger. Eh bien, on l'a eu, ce banger, avec Axel Sola qui se fait mettre knockdown par Daguerre, qui revient bien à Axel, et à la fin, on a logiquement un match nul entre les deux hommes.
On aurait aimé avoir une revanche. Malheureusement, il n'y a pas eu du côté d'Ares. On espère qu'il y aura cette revanche en 2025. J'aurais aimé qu'il y ait cette revanche pour le combat Nice d'Ares Fighting Championship. Peut-être qu'on l'aura un petit peu plus tard dans l'année, mais en tout cas, voilà, ça fait partie de ces combats qui, à mon sens, font avancer le MMA français parce qu'on se dit, waouh, il y a plusieurs noms qui se tirent la bourre. On peut créer des rivalités, on peut avancer autour de ça. Et là, vraiment, on a tous kiffé. Ah bah c'est clair. Bah là vraiment, c'est difficile de faire un plus haut niveau technique là parmi nos combattants français dans des organisations françaises. C'était vraiment le plus haut niveau dont on pouvait rêver, avec deux combattants qui sont connus maintenant du public français et qui n'ont pas déçu. Parce que ce soit Daguerre avec sa boxe absolument, mais à pleurer tellement c'est magnifique, et même combattant extrêmement complet de manière générale, que ce soit Axel Sola avec pareil en fait en réalité, on dit ça, mais ça s'applique pour les deux, une boxe absolument somptueuse, un pied-point absolument somptueux, extrêmement complet Axel Sola aussi, et c'est pour ça qu'il y a de très grands espoirs en lui pour aller le plus loin possible. Et Daguerre aussi, mais c'est simplement que Daguerre est un peu plus âgé, il peut toujours largement, hein. Daguerre là, si jamais il sort une grosse année 2025, il peut toujours largement aller à l'UFC et faire des étincelles, mais qui est effectivement ces conditions-là, avec ces deux combattants-là, avec un tel niveau, et qu'ils soient connus des fans français, et que ça se passe de cette manière-là, avec un tel scénario, et une telle intensité, un tel engagement pour les deux, et que ça se termine en plus avec cette égalité. Vraiment, c'est un combat qui a fait date, je trouve, comme toi, dans le MMA français. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui nous manque et c'est ce qu'il nous fallait. Et ça n'a pas déçu, et voire même, puis Axel Sola qui enchaîne du coup les combats monstrueux, parce que du coup, en 2023, c'était, non, pas Abou, pardon, Tourpal, c'était contre Tourpal Younusov qui faisait un combat absolument monstrueux. Là, il en ressort un contre Daguerre. Voilà, c'est non seulement c'est très 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 solide en termes de niveau, et en plus ça sort des énormes perfs à chaque fois. Enfin, on est quand même voilà, on mange du caviar quand même là en France en termes de promesses pour l'avenir. On est Gucci. Restons, on enchaîne avec Dakota Ditcheva, on vous en avait parlé, donc là c'est le trophée de combattante de l'année. Dakota Ditcheva, on vous en avait parlé, la pépite du PFL qui a tenu toutes ses promesses, puisque elle termine tout le monde, elle remporte le tournoi du PFL, elle le remporte face à Madame Santos qui avait posé beaucoup de problèmes à Valentina Shevchenko, donc en plus la meilleure adversité possible hors UFC pour elle. Elle a le full package, à savoir que superbe striking, elle est agressive, elle termine tout le monde et elle est particulièrement fraîche, donc ça pour le PFL c'est très intéressant. Et puis en plus voilà, ça fait un moment qu'on lui promet les sommets, elle est de surcroît anglaise, donc superbe pour tout ce qui est interview and co, on n'a pas cette barrière de la langue que l'on peut avoir chez certaines autres combattantes. Bref, pour l'avenir ça sent très bon, et c'est déjà le présent et le futur du MMA. Bravo madame pour cette année 2024, on espère juste qu'elle ne se brûlera pas les ailes et qu'elle ne sera pas victime un peu des ambitions du PFL qui vont peut-être se dire merde, elle est déjà trop grande pour notre organisation tout simplement. Voilà. Et pour le côté, elle est fraîche, hein, comme on le dit, c'est valable pour les mecs comme pour les femmes, hein. C'est quand vous êtes frais et stylé, vous avez plus de contrats, on vous donne plus d'interviews, et c'est comme ça. C'est pour ça qu'on galère. Allez, on avance, Rosti. C'est ce que j'allais dire, c'est le privilège de ceux qui, donc, là je ressemble à Mark Zuckerberg, donc autant vous dire que je ne fais pas partie de cette catégorie. Donc on parle en connaissance de cause, vous inquiétez pas. Et pour les Françaises, c'était délicat. Enfin, c'était pas délicat, c'est Manon Fiorot, mais c'est l'année, il y a pas eu de grosses performances. Enfin, il y a eu celle de Manon, du coup, qui a tapé Erin Blanchfield, mais il n'y a pas eu d'autres grosses performances où on a pu se dire, ah là, on tient quelque chose. Il y a quelqu'un qui soit s'est découvert, soit a enchaîné les grosses perfs, et là, très clairement, il y a quelque chose qui se passe. Donc en fait, comme il n'y a eu qu'un seul combat pour Manon, mais que c'était encore une fois au plus haut niveau, et encore une fois qu'elle a dominé son adversaire, il n'y a même pas de débat, c'est elle qui est la combattante de l'année. Mais bien sûr, on peut regretter le manque d'activité, mais bon, qui n'est pas lié à Manon, c'est lié à la situation dans laquelle elle est, à savoir, elle mérite le title shot, et on est juste en train d'attendre qu'enfin on le lui donne. Donc c'est pas de sa faute si elle n'est pas active, mais voilà, c'est sur un seul combat. Et puis il y avait Nora Cornell aussi qui a eu deux combats cette année, une victoire, une défaite. Mais voilà, entre les deux, vous comprendrez du coup pourquoi est-ce qu'on a choisi Manon.
Mais sinon, à part ces deux combattantes-là qu'on a et qui sont Non, c'est un à peu par... l'UFC, Ouais. ben, Ah, il y a pas eu. Bah, c'est un peu bah ouais. quand on enchaînait avec Cyril, c'est vrai que c'est une situation où elle est un peu seule face au reste du monde, Manon Fiorot. Et puis tant que ce sera cette situation-là, c'est pour ça qu'on espère qu'il y aura le title shot rapidement. Bah, à partir du moment où tu bats un top 3, forcément tu te retrouves dans une position où t'es au sommet ou très proche et qu'il n'y a pas de défaite. Surtout, Austin, le combattant de l'année. Y a-t-il seulement débat, Rust? Bah, que ce soit en France ou à l'étranger, hein. Donc à l'étranger, à la limite à l'étranger, il peut y avoir débat, puisque donc c'est soit Ilia Topuria, soit Alex Pereira. Soit Merab Mais à Dvalishvili. notre sens, c'est il. Arrête, please. Non, mais oui, oui, il gagne, mais voilà quoi. Mais et pour moi, la raison pour laquelle on préfère mettre Ilia Topuria, c'est tout simplement contre qui? Puisque donc c'est 2-0 pour Ilia Topuria cette année, 3-0 pour Alex Pereira, mais de mettre KO en featherweight, ce qui n'avait jamais été fait, et Volkanovski et Max Holloway, avec la manière, avec cette impression de facilité, oui et non, parce que les combats sont disputés jusqu'au KO, mais il y a quand même cette impression que c'est inévitable. Inévitable, il y a quand même cette impression que Ilia Topuria, il se règle jusqu'à t'envoyer en orbite. Et de faire ça en l'annonçant à chaque fois, avec ce style, avec ce trash talk qu'il ose faire, avec ce flow, il a vraiment marqué de son empreinte l'année 2024. Il fait ce que personne ne fait et ce que personne ne pensait possible. Je ne pensais pas possible de taper dans la même année, dans leur prime, Volkanovski et Max Holloway en featherweight. C'est c'est historique ce qu'a fait Ilia Topuria, tandis que Alex Pereira, c'était 3 combats très impressionnants, mais contre des gars contre lesquels il était censé gagner. Du genre historique, une année pour l'histoire. Tar Conor McGregor 2015, on avance. Rust avec combattant français. Bon bah voilà, on vous voit tous en 2023. Ça chiait copieusement sur notre cher Nassourdine Imavov qui avait perdu en gagnant le 5e round contre Sean Strickland, puis nos contests contre Chris Curtis. Bon bah voilà, il appartenait à cette catégorie de et si Nassourdine il est reparti énervé comme jamais et Nassourdine en 2024, 3 combats, 3 victoires, Dolidze, Canonnier, et pour ponctuer cette magnifique année, monsieur Brendan Allen en France, Paris, France co-main event. Voilà, histoire de bien poinçonner sa position dans le top 5 de l'UFC, qui est récompensée par un choc face à Israël Adesanya le 1er février prochain, mais là on est sur 2025, mais en tout cas cette année 2024 majestueuse tout simplement. On a de l'activité, on a de la finalisation, on n'a que du nom. Chapeau Nassourdine qui a écrit une très très belle page de l'histoire du MMA français. Ah bah c'est clair. Et en plus de ça, et c'est ça qui régale, mais à un point de la régalance qu'on pensait pas possible, c'est le fait que non seulement il gagne, et non seulement il gagne avec la manière, mais il gagne avec cette impression de facilité où on se dit parfois, oula, ah oui, donc attendez, s'il est capable d'avoir ces moments-là contre Canonnier, ces moments-là contre Brendan Allen, ces moments-là contre Dolidze, c'est... Alors, il y a le côté où est sa limite et jusqu'où peut-il monter, parce que même si, euh, même si du coup là, ce sont des combats qui sont là, il arrive sur les bails de Adesanya, Dricus Duplessis, les Khamzat. Là, il est au plus haut niveau du plus haut niveau mondial. Il va arriver sur les légendes. On va voir du coup où on en est, et c'est extraordinaire quand même d'en être là. Mais au plus haut niveau de l'élite du plus haut niveau mondial, il a ces moments et ces combats où on se dit ah ouais mais attends il est facile là. Et ça les gars, c'est quand même quelque chose et il faut vraiment qu'on s'en rende compte. Donc on va voir ce que ça donne contre Israël Adesanya. Le fait de prononcer ces mots, c'est quand même du délire. Mais là, il n'y avait aucun doute, et je pense dans l'esprit de personne, que Nassourdine Imavov, effectivement, et tu as bien fait de le rappeler, il y avait des doutes, et il y avait, après que ce soit contre Phil Hawes, après que ce soit, mais c'est là où il avait pris le plus cher médiatiquement contre Sean Strickland, effectivement, ben et voilà, il y avait des doutes, et il y avait toutes sortes de...
il y avait toutes sortes, peut-être en tout cas de la part d'une certaine partie des gens, bon bah là, Nassourdine, on fait une croix pour tout ce qui est les ambitions. Eh ben, Nassourdine, voilà, à la force du poignet, à la force des poings et à la force des coups de fusil à pompe dans la mâchoire, revient non seulement avec la manière, mais revient en mode bon bah voilà, on va voir ce qui se passe maintenant que je combats Israël Adesanya en main event. Affaire à suivre de très très près. C'est terminé là les trophées sérieux. On va passer à la partie un petit peu plus fun, un petit peu plus légère, les gars. Plus grosse aura de l'année. Qui d'autre, messieurs. Il fallait qu'on en parle, messieurs dames, pardon. Il fallait qu'on en parle. Alex Pereira Chama, que vous connaissez désormais tous. Il nous a régalé tout au long de l'année sur ses réseaux, dans la cage, des short notices à l'appel, le sauveur de l'UFC pour cette année 2024. Bref, tout ça sans parler un mot d'anglais. Que dire? Bah là, ce trophée-là, de toute façon, on l'a créé presque que pour Alex Pereira. C'est le trophée Alex Pereira. Alex Pereira, voilà, c'est le trophée Alex Pereira. C'est Alex Pereira, Manu Pereira. Non, mais c'est son trophée. C'est depuis le début, depuis qu'il est arrivé, avant même qu'il arrive à l'UFC, il avait déjà ce trophée de plus grosse aura de l'année de toute façon. Plus grosse aura de la décennie, j'ai envie de dire peut-être. Et on voit mal comment ça pourrait descendre. Alors bien sûr, il y aurait s'il perd, mais le truc c'est qu'il a perdu contre Israël Adesanya, ça n'a entaché en rien son aura. C'est extraordinaire quand même, parce qu'il a pris la défaite avec classe, parce que c'est Alex Pereira, voilà quoi. Il y a rien à dire. Quelle que soit la situation dans laquelle il est classe, il est stylé, il a de l'aura. Il est terrifiant quand il est dans la cage, il peut être terrifiant quand il est en dehors, mais il décide d'être finalement cette boule de muscle, mais de douceur et d'amour. Je pense notamment, tu sais, à ce passage, je crois que c'était dans le Countdown, où il est avec ce gars qui a le cancer. Le gars lui rappelle un de ses fils et en gros, il commence à pleurer parce que, en gros, il n'arrive pas à retenir ses larmes parce qu'il explique. Je peux pas m'empêcher de me dire, ça aurait pu être l'un de mes fils. Voilà, gratitude à la vie et parce que j'ai de la chance et machin. Donc c'est vraiment la définition d'un hitman au cœur tendre et comment faire plus grosse aura que Alex Pereira. Et puis pour les Français, moi oui, la question se pose, mais pour les Français, pour moi, c'est Oumar Sy, juste parce que en fait, un peu même délire. Ils sont dans la même catégorie, donc peut-être s'affronteront-ils un jour. Mais Oumar Sy, pour moi, c'est vraiment la définition, même délire en fait, de hitman au cœur tendre. Dans le sens où, bon, dans la cage, vous l'avez compris, il arrive, il tape et il repart. Et quand il tape, il fait très très mal. Et généralement, les mecs demandent pardon. Et sauf que en dehors de la cage, quand il sourit, t'as envie de sourire. En fait, tu sais, ça fait vraiment partie de ces personnes. C'est con à dire, mais c'est comme Alain Chabat. Je sais pas pourquoi je pense à Alain Chabat. Quand tu les vois sourire, t'es content en fait. Et ben, c'est pareil pour Oumar Sy. Et tu sens que c'est vraiment quelqu'un de bien en dehors de la cage. Et donc, bah pour moi, voilà, il y a ce côté, le mec est absolument terrifiant. Et en dehors de la cage, voilà, tu sens, voilà, je sais qu'il ne nous apprécie pas trop, mais en tout cas, je sais que moi je l'apprécie, voilà. Donc Oumar Sy pour moi plus grosse aura de l'année 2024. Et je fais pas ça pour Pépon, c'est juste, j'essaye d'être objectif malgré le fait que qu'on puisse pas échapper aux controverses et à tous ces problèmes. Oh non, bah oui, mais qu'est-ce que je te dise, il faut qu'on soit objectif. Et objectivement, même s'il ne nous apprécie pas, bah c'est comme ça. Non, c'est pas par rapport à ça. Non, c'est pour tes envolées lyriques. Non, moi je suis d'accord en termes de flow. En termes de flow, c'est incroyable, Oumar. Bon, c'est incroyable, mais moi j'hésitais un peu. Oui. En termes de flow, c'est incroyable. Son entrée à l'UFC, pareil, j'étais un petit peu déçu que personne ne le suive sur le Dolce Camara de Booba, parce que c'est lui qui a osé mettre ce son-là, et la salle était un peu endormie, donc non, je suis un peu comme toi. Oumar. Oumar, je kiffe le truc, mais j'attends qu'il passe le niveau supérieur en termes de, tu sais, tout ce qui est fringue et tout, que Alex Pereira a désormais, où là on sent vraiment qu'à ce côté, bon bah ok, maintenant j'avais toute la personnalité, tout ça, maintenant on va utiliser les accessoires pour magnifier tout ça. Mais sauf que ça va venir. Parce que je pense qu'il va continuer à gagner et il l'a dit lui-même, il aime vraiment beaucoup le délire de Conor McGregor où le mec a un flow qui est monstrueux en dehors de la cage et tout.
Et tu sens que comme Alex Pereira, je pense qu'il va passer la seconde, comme tu dis, à un moment donné, en termes de allez, maintenant je me fais plaisir, je fais ce que je veux Et pour, il le fait déjà, mais je veux dire en termes de flow, en termes de allez, je me laisse aller, tu vois. et pour tout ce qui est conseil outfit, hein, Rust est évidemment disponible. On Ah enchaîne. bah ça c'est ouais. Vous regretterez de ne pas avoir suivi mes conseils de Bermuda en plein hiver. Non, oui, si, c'est Oui. les cargo pants, donc voilà, je n'ai pas de flow particulièrement. Donc, Bare Knuckle, Bermuda, il est toujours présent. Je vais participer à décerner les plus gros flows. Oui. Quoi, pardon? Non, rien, c'était très mauvaise vanne. On T'as dit quoi? enchaîne. Attends, parce que je crois qu'on n'a pas entendu du coup. Non, si, les gens auront entendu. On enchaîne avec le plus gros flow de l'année, Rusty. Plus gros flow de l'année. Ilia Topuria, tout simplement. C'est la différence entre un mec qui est cringe et un mec comme Ilia Topuria, entre un mec comme Colby Covington et un mec comme Ilia Topuria. Ilia Topuria, ça fait un moment qu'il a le style, mais là, vous ajoutez le trash talking et dire ce qu'il va faire et qu'il se produise exactement tout ce qu'il dit qu'il va faire, et là... À partir de ce moment-là, on ne peut plus rien faire, et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui Conor McGregor, hein, vous voyez que c'est un petit peu moins de précision dans son trash talking, parce que tout simplement il parle beaucoup, mais il fait moins qu'avant. Alors qu'avant il parlait beaucoup, mais comme il disait je parle, mais j'assure toujours à la fin, et c'est ce qui se passe aussi avec Ilia Topuria. C'est pour ça que pour nous c'est le plus gros flow de l'année à l'international. Il y a une petite mention pour Max Holloway, mais c'est vrai que bon, quand tu te fais mettre KO, ça le flow en prend un petit coup, malheureusement. C'est un peu dur, hein, mais ça fait partie du sport. Très très dur par contre pour le côté francophone, francophone même français, Rust. Bah après, pour moi, il y a quand même deux combattants qui se détachent, et il y en a un d'ailleurs, je vais tricher, mais parce que, pour moi, ça transcende presque les sports de combat tellement le mec a du flow. C'est Bakary Samaké et Morgan Charrière. Pour moi, en termes de flow, il y en a d'autres qui ont du flow, mais je veux dire là, je sais pas, j'ai l'impression que quoi qu'ils fassent, ils ont du flow. Et donc c'est pour ça que moi je les mets au-dessus. C'est que ce soit en termes de vestimentaire, en termes de à chaque fois même de coiffure pour Morgan Charrière, en termes de manière d'être, en termes de même ses tatouages sont stylés en plus à Morgan Charrière, notamment le gorille dans le dos. Mais ouais, et puis Bakary Samaké, c'est pareil, putain, faudrait pas le dire parce que ça fait fanboy, mais à chaque fois, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois pour réussir à avoir un flow monstrueux et en mettant des trucs où tu te dis à la base, ça pourrait être risqué, tu vois. Il arrive tout le temps à être absolument, mais voilà, vous l'aurez remarqué, je suis blanc, mais putain, il y a des moments où je me suis dit, putain, si j'étais un Renault à stock, voilà exactement comment j'essaierais d'être, tu vois. Voilà, c'est... Transition impossible, et on enchaîne avec le moment le plus what the fuck de l'année. Allez. International, Rusty, une morsure. Et on ne parle pas de Mike Tyson sur Evander Holyfield. Et non, c'était la morsure de Igor Severino contre André Lima. Oui, je crois que c'est André. Contre André Lima à l'UFC. Et en fait, le moment, il est what the fuck du début à la fin. Parce que déjà, Igor Severino, le mec, il avait, je crois, 20 ans au moment de ce combat. Il faisait partie des prospects où tu te disais, oula, à surveiller, le mec peut vraiment être monstrueux si jamais il fait les bons choix, etc. Bon, il se trouve que les bons choix ne font pas partie de son vocabulaire, puisque pendant le combat contre André Lima, en plus, c'était lui qui le tenait en ceinture, il était à l'arrière dans le dos de André Lima, et il lui mord l'arrière du bras, enfin, il arrive à choper du coup une partie du biceps vers l'arrière, là, et donc on voit André Lima se plaindre, et il dit en portugais, putain, mais il est en train de me mordre, À la fin du combat, on voit la marque, puisque André Lima le montre à la caméra de morsure, et clairement, il n'a pas fait semblant, le gars Severino. Et à la fin du combat, donc, après le combat, de toute façon, l'UFC a viré Igor Severino pour cette morsure, parce que là, en termes de fair play, on va rejoindre dans la légende les Paul Daly contre Josh Koscheck, ouais.
Ouais, contre Josh Koscheck avec un. C'est même pas genre au moment de la fin du combat, il lui met une droite. C'est genre fin du combat, la cloche sonne. 2 secondes après, il vient, il lui met une droite. Et Dana White avait prononcé les mots il ne remettra plus jamais les jambes à l'UFC. Bon, bah, ça a été le cas. Là, on est sur le même niveau de fair play à peu près de la part de Igor Severino, qui a eu le temps d'y penser, hein. Enfin, une morsure, c'est pas un coup derrière la tête. T'as le temps quand même de penser au fait que tu fais une connerie. Il l'a fait quand même, et pour ne rien arranger, et pour ne rien, non, pardon, et pour couronner le tout, André Lima, après le combat, s'est fait tatouer la marque de morsure sur son biceps en mode, je sais plus ce qu'il a mis, mais c'était le bite bonus, donc bonus de morsure de la soirée ou un truc comme ça. Et Dana White, en voyant cette story, a ensuite décidé, je comptais lui donner 25 000 $ pour ses troubles, et ben je vais même maintenant lui donner 50 000 $ parce que je trouve que c'est trop marrant de se faire tatouer la marque de morsure. Et ben donc il l'a fait, et donc voilà, c'est du début à la fin, cette histoire n'a aucun sens, et c'est pour ça qu'elle se retrouve dans ce classement. Et côté français, moment what the Pourquoi fuck. Qu'est-ce que tu surveillais? Pourquoi il y a un temps de latence? Y a pas de temps de latence. S'il y a pas de temps de latence, non, y a pas de temps de latence. Je suis en train de dire que côté français, qui aurait pu même être le moment what the fuck au global, Baki Doumbé, donc qui était le plus grand événement en France, oui. tout simplement. On a eu le KO what the fuck de Michael Grogu, qui démarre en faisant un peu d'intanks tranquille, sauf qu'il se retrouve face à Monsieur Masraf, qui lui a mis un énorme head kick, tout simplement, à la surprise absolument générale, parce que vous dites, est-ce que Michael Grogu a compris que le combat avait commencé? Enfin, flou global lors du combat, lors de l'événement peut-être le plus vu de l'histoire du MMA en France, tout simplement, chez les lourds de surcroît. Bref. Sentiment général un peu particulier, surtout qu'ensuite ce moment what the fuck fait tout simplement le tour des réseaux sociaux avec toutes sortes de moqueries, hein, mais c'est vrai que on va dire l'exécution, la vibe, c'est très bizarre, très bizarre du côté de Michael Grogu. Ouais. Oui, non, c'est bizarre. Non, je pense peut-être on ne sait même pas ce qui s'est passé. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé de son côté. Je pense que de ce qu'avait dit un de ses entraîneurs, en gros, c'est que c'est quelqu'un qui est peut-être assez tendu avant les combats. Donc pour se déstresser, voilà, il voulait peut-être faire mine de un petit peu d'esbrouf. Bon bah du côté de Masraf, y a pas d'esbrouf qui compte, hein, c'est head kick et puis je rentre chez moi. Donc voilà, donc très gros chaos, c'est vrai, de très belles images pour le PFL, mais un moment assez déroutant. Et c'est vrai que je pense que si vous étiez avec des potes qui n'avaient jamais vu de MMA, ils vont se dire ah ouais, ok, l'ambiance est assez particulière. Donc voilà pour cette année hostie du MMA 2024, on s'est régalé, oui, comme chaque année. Et t'as quand même bien fait. Et t'as quand même sacrément bien fait de parler de l'épine de Baki Doumbé. Je sais même pas pourquoi, mais heureusement, t'es quand même très fort parce que je l'avais pas mis dans le truc que j'avais écrit sur Word là, et t'es quand même très fort parce que évidemment il faut le notifier parce que c'est peut-être le moment le plus what the fuck de l'histoire du MMA français. Oui. Que le combat s'arrête sur une épine. Et c'est juste que dans ma tête c'était l'année dernière, je sais pas pourquoi. Non, et puis surtout que honnêtement dans l'exécution du truc, c'était pas, enfin comment dire, je sais pas, enfin vous avez vu là, on parle d'une morsure ou d'un KO avec un gars qui arrive comme s'il y avait pas de début de combat tout simplement. Donc ça prête quand même à sourire. Baki Doumbé, je pense que tout le monde qui regardait le combat, on avait tous le seum, tout simplement, qu'on soit du côté Doumbé ou qu'on soit du côté Baki, on avait tous le seum. Et donc c'est vrai qu'on pense pas dans ce côté what the fuck un petit peu léger avec ça, mais c'est vrai que c'était pour le combat le plus suivi de l'histoire du MMA en France que ça se termine comme ça. C'est vrai que ça va être dur à battre. En tout cas, c'était une année 2023 vue par notre prisme Rust. Comme à chaque année, beaucoup de plaisir. Serrons-nous la main à distance. Voilà. C'était très sympathique. On va se retrouver, vous savez, dès le mois de janvier avec du contenu. On sera sur tous les terrains. Et puis voilà, on vous souhaite le meilleur pour 2025. N'attendez pas le début d'année pour j'ai une autre révélation de l'année. Wow. Tant qu'à faire. Wow. Il va nous sortir une dinguerie. Je peux vous le dire. Quand il fait ce genre de choses, c'est qu'il prépare des bails assez sombres. Et donc bref les gars, on vous souhaite une très bonne année 2025, n'attendez pas les bonnes résolutions, et regardez cette résolution, n'attendez pas la sortie de Superman pour passer au next level avec le supérieur Donae. Voilà, notre nouveau banger, c'est disponible sur leur site, et puis en plus j'oublie à chaque fois de le dire, au-delà des bangers qu'on sort, il y a le code LASUR10, moins 10% sur Donae avec le code LASUR10.
pour les soins visage, pour les parfums, pour le supérieur, qui vraiment rend toutes vos douches bien plus ludiques. J'adore ce savon. Vraiment, moi, depuis qu'on l'a sorti, au début avec la couleur, je me disais, oh bordel, c'est peut-être que Ben a un peu craqué son slip, mais non, vraiment celui-là, je l'aime beaucoup. Et puis, comme d'hab, hein, MyProtein, moins 30%, ça ne bouge pas. Holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boisson de réhydratation, code la sur 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10, moins 10%. On se retrouve très vite comme à chaque fois. Bah.